suis le premier garçon de ma mère. Donc ça a été plus avec deux filles devant, entre ma grande sœur et moi, la deuxième grande sœur il y a 10 ans. Donc j'ai été choyé, j'ai été gâté parce que je suis le premier garçon d'une famille où mon père avait 3 femmes, mais c'était pas de... Et il y avait combien de filles avant toi? Deux filles. À quel moment alors se font tes premiers pas dans le football? Bon, j'étais pas foot. J'étais pas foot et en plus j'avais tellement peur qu'on me touche que je ne voulais pas avoir le contact des autres. Et quand j'arrive au lycée, je faisais du handball. Ok. Handball et volley. C'est deux sports que j'aime beaucoup parce que le handball j'aimais pour les filles, tout simplement. Le volley parce qu'on ne se touchait pas. Pour faire un peu une rétrospective justement, alors Alain, en parlant de l'équipe nationale, tu fais tes premiers pas en 1981, le même jour qu'un certain Aboulaye Traoré, ton fameux ami. Oui. L'un des moments les plus marquants de ta carrière, à part tes années à Toulouse, ça a été la CAN 92 bien sûr. Oui. D'abord, comment est-ce que tu prépares cette compétition? La CAN, j'étais très malade. J'étais très malade, j'avais une hernie discale. Après l'opération, j'avais très mal, je ne pouvais pas jouer. Le coach Léo Martial, qui nous connaissait depuis 81, 82 lui, parce que Cablan 81, lui 82, qui a dit je te prends, tu viens quand même. Je le trouve à l'hôtel et il partait au Portugal. Moi, je suis resté avec ma femme un peu à Abidjan. Et il m'a dit tu viens avec nous. Je les ai rejoints au Portugal à Lisbonne, à Porto. Et là, je ne me suis pas entraîné. Tous les 15 jours, je ne me suis pas entraîné. Je faisais que des soins. J'avais le dos en compote, quoi. Donc, finalement, tu n'as pas pu préparer vraiment. Non. Là-bas, j'ai fait un seul match amical, le dernier match amical, contre une jeune équipe, une petite équipe, que j'ai fait le match et ça a tenu. J'ai venu à Aboulaye Traoré et on m'a rencontré un peu sur le banc de gauche. On m'a Aboulaye Traoré, tu disais. Chaque fois que les gagnants marquaient, ils disaient mais Alain, il ne vaut rien, c'est pas possible. Alain, il est nul sur les bancs de touche. Et tout le monde le regarde. Et dès que j'ai arrêté le pénalty, il dit mais Alain est le meilleur gardien du monde. C'était ça l'équipe. C'était l'image de notre équipe. Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission Leitmotiv qui bascule tout le mois de janvier en mode CAN 2017. Aujourd'hui, nous déroulons le tapis rouge à un buteur hors norme, un joueur qui aura martyrisé ses adversaires, un joueur dont on parlera encore dans 50 ans, voire 100 ans. Leitmotiv reçoit pour vous Aboulaye Traoré dit Ben Badi. Du 15 janvier au 5 février, Leitmotiv bascule en mode CAN 2017 sur RTI2. Revivez les moments forts de la CAN 92 et 2015 à travers le parcours de nos invités. Leitmotiv spécial CAN 2017, c'est tous les dimanches à 15h45 sur RTI2. Salut, c'est Aboulaye Traoré dit Ben Badi. Retrouvez-moi dans l'émission Leitmotiv spécial CAN ce dimanche à 15h45 sur RTI2. Aboulaye Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir pour moi. C'est vraiment un réel plaisir pour nous aussi de t'avoir sur notre plateau. Merci. Alors, tu es né dans un quartier chaud d'Abidjan, à Djamé Dallas, où tu feras tes premiers pas dans les comités de quartier. Mais à l'époque, déjà, tu étais un garçon très turbulent et ton père décide de t'envoyer à Katiola. Oui. Raconte-nous cette période de ton enfance. Pourtant, tu ne parais pas avoir été turbulent. Je crois qu'à cet âge, peut-être que c'est le comportement d'un jeune qui voulait faire du foot sa profession plus tard, donc qui me permettait d'être un peu... qui bougeait beaucoup. Et ben, je crois qu'à cette période, vous savez, les parents privilégiaient plutôt les études au sport, surtout le foot. Donc voilà, je jouais au foot. J'ai commencé au Stella Club d'Agamé. Et ensuite, j'ai été repéré par des grands frères comme Mahmoud El Aya, qui est à Makori. Et surtout, j'ai été pris sous la coupe d'un coach qui s'appelle Nyon Richard, qui est décédé par son âme.
qui m'a pris sur sa coupe et qui m'a fait gravir tous les échelons au Stella Club d'Abidjan. Et ensuite, quand j'étais en cadet, mon père ne voulait pas que je joue. Et là, il a cru bien faire en me faisant partir à Katula pour les études. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer l'année parce que j'avais en tête de faire du football ma profession. Je suis revenu à Abidjan. J'ai continué l'école ici, tout en restant au Stella Club d'Abidjan, où j'ai gravi quand même les échelons. Mais tu as mini, toujours voulu faire du foot? Oui, depuis ton plus jeune âge? Oui, parce que quand on jouait le comité, qu'on appelle couramment dans les quartiers, tout le monde me trouvait très bon, déjà, super fort, tout ça. Donc je me dis, ah ok, avec ces qualités, du talent, je peux jouer là. Oui. Donc raison pour laquelle je me suis engagé au football. Alors un jour, pendant que tu joues avec des amis, des dirigeants du Stella découvrent ton talent et proposent à ton père de te prendre dans leur équipe. Ce sera le début de ta carrière professionnelle. Comment se sont passées pour toi ces premières années en pro? Oui, ça s'est très bien passé. Parce que dès qu'ils sont allés voir mes parents, bon, j'avais la bénédiction du père. Tu avais quel âge à peu près à cette époque? J'avais 12 ans, 13 ans. Ah, 12-13 ans. Assez jeune. Et là, les parents, mon père a donné son accord. Et tout de suite après, on allait jouer un tournoi international en France avec l'équipe du Stella. J'étais cadet, mais j'étais surclassé en junior. Donc tout est parti de là. Et après, j'ai été champion de Côte d'Ivoire en 84 avec le Stella. Juste l'année qui a suivi, j'ai été recruté par les dirigeants de la SEC Mimosa. Ton père, il a tout de suite accepté? Il a tout de suite voulu? Il n'avait pas d'appréhension? Au début, c'était difficile, comme je l'ai dit, parce qu'au début, en notre temps, quand même, le football, c'était... les parents disaient que ce n'était pas évident, parce qu'on s'est dit que les études, il fallait privilégier les études. Tout à fait. Mais le football, c'est quand tu rates les études que tu vas au football. Pour les parents, ce n'était pas vraiment un métier, voilà, en fait. C'était pas un métier, voilà. Donc, raison pour laquelle je crois que mon père il était hésitant au départ, mais après, j'ai pu le convaincre, et puis les dirigeants ont su lui parler. Et après, c'est parti vite. Il y a eu plein de tournois en France où j'ai participé, où j'ai été même meilleur joueur. Et tout de suite après, voilà, j'étais sous le feu de la rampe. Et puis le père, il a trouvé qu'il fallait me laisser faire ce que j'avais envie. Tout à fait. Et en tous les cas, il n'a pas regretté d'avoir pris la décision. Non, pas du tout. D'avoir accepté. Alors, quelque temps après avoir exposé aux yeux de tout le monde, c'est la SEC qui te veut coûte que coûte. Ce sera le début d'un bras de fer avec ton club, le Stella. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Non, parce que vous savez, quand on est tout petit, on a des clubs quand même qu'on apprécie. Soit c'est la SEC, soit c'est l'Africa. C'était les deux grands clubs. Et moi, j'étais un fan d'un joueur de la SEC qui prénommé Youssouf Fofana. Moi, étant tout jeune, je me dis, vraiment, il faut que je joue avec lui, il faut que je fasse comme lui. Parce que pour moi, c'était le joueur idéal. Vraiment, qui a eu une carrière après la SEC. C'était un peu ton modèle. C'était mon modèle, Youssouf Fofana. Donc voilà un peu, ça n'a pas été difficile de me convaincre. Quand les dirigeants de la SEC sont venus, j'ai essayé de leur parler. Ils sont allés voir mon père. On allait voir un membre influent de la SEC, a su le convaincre aussi. Et c'est parti vite, malgré qu'il y avait un test qui disait que quand tu joues dans un club engagé en Coupe d'Afrique, tu ne pouvais pas aller dans un autre club. J'ai pris le risque de m'entêter. Et après, on a trouvé qu'il fallait que je joue dans le club de mon choix. Oui, super. Alors, tu finiras donc par signer donc, à la SEC d'Abidjan. C'est à cette période qu'on te surnomme le Mouton d'Or. Le Mouton d'Or. Pourquoi? Oui, parce que d'abord au Stella, quand j'ai commencé au Stella, on avait nommé la Petite Merveille. Et après, je suis arrivé au Stella, à la SEC. Quand je suis arrivé à la SEC, il y a un match qui se passait, je ne sais plus, au Stade Fouani. Et paix à son âme, le journaliste Boaka Kanté, d'après ce qu'on m'est revenu, il m'appelait le Bélier d'Or durant toute la première mi-temps. Et en seconde mi-temps, il a reçu un coup de feu pour lui dire qu'il y a un seul bélier en Côte d'Ivoire, c'est le président Foubani. Donc tout de suite, il a changé, il a mis le Mouton d'Or. Donc c'est ce surnom qui est resté sur moi jusqu'à... Mais on t'appelle plus le Mouton d'Or ou on t'appelle, c'est plutôt Ben Badi? Les deux à la fois. Hein. Ben Badi, le Mouton d'Or. Et la Petite Merveille. La Petite Merveille. Alors Ben Badi, tu feras que quelques mois à la SEC et tu décides contre toute attente de partir en France, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Pourquoi avoir pris cette décision alors que tu aurais pu faire tes armes avant de te lancer dans le grand bain? Oui, je me suis dit quand même, après avoir joué une cinquantaine de matchs avec l'équipe nationale, qu'il était temps pour moi de tenter une carrière professionnelle. Donc j'ai eu une proposition par l'intermédiaire d'un manager qui s'appelle Manuel Garcia, une proposition du FC Metz. Et tout de suite, je n'ai
je n'ai pas réfléchi, je me suis dit qu'il fallait que même forcer le destin. Tout à fait. Et pourquoi pas tenter une carrière professionnelle. Alors tu arrives en France, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis arrivé en France quand même dans des conditions difficiles parce que je suis arrivé en plein hiver. Il y avait la neige, chose que je n'avais pas vue, que je n'avais jamais vue. Il faisait froid. Et il faisait très froid. Et puis je suis arrivé à une période où il y a un attaquant, un père son âme qui s'appelle Jules Bocandé, qui faisait le beau temps du FC Metz en première division. Donc il fallait attendre qu'il parte parce que j'étais considéré comme un étranger. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il parte et après, tout de suite, j'ai continué encore sur d'autres cieux au Portugal. Je suis revenu en France. Alors tes saisons en France et au Portugal sont en dents de scie. Beaucoup reconnaissent ton talent, mais malheureusement ta carrière n'est pas celle que devrait avoir un joueur de ta trempe. Selon toi, qu'est-ce qui explique que ta carrière n'est pas décollée à cette époque? Bon, je crois que comme on le dit couramment, vous savez, le facteur chance joue quand même beaucoup dans ce milieu. Si c'était arrivé, je crois que j'aurais fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que peut-être que je ne me suis pas fait entourer des personnes adéquates, c'est-à-dire des personnes idéales, comme a bénéficié certains. Peut-être c'est ce qui a fait c'est ce qui a joué à ma défaveur, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, j'ai essayé de compenser ça en donnant tout à mon pays. Je crois qu'en sélection, j'ai essayé de mouiller le maillot, comme on le dit. J'ai donné le meilleur de moi-même parce que je pensais plutôt à une carrière collective que personnelle. Alors, est-ce que c'est vrai qu'à cette époque, malgré ton immense talent, parce que ton talent, franchement, il est irrévocable, tout le monde en parle, que malgré ton immense talent que tu avais, tu n'avais forcément pas la rigueur d'un sportif de haut niveau? Pourquoi les gens disaient ça? Oui, parce que vous savez, c'est comme dans un orchestre, chacun joue sa partition. Moi, le défaut que je me suis toujours reconnu, je crois que je n'étais pas physiquement prêt comme les autres. C'est-à-dire mon physique faisait le défaut, donc je compensais ça par la technique. Peut-être qu'on me demandait trop ou je n'avais pas quelqu'un de rigoureux derrière moi. Tout ça, bon, peut-être que je mets ça sur le compte du destin et de la malchance. Ben oui, de toute façon, des fois les choses ne partent pas telles qu'on le veut, mais après ça change. Oui, donc je pense que par la suite, de toutes les façons. Par la suite, je suis revenu et puis Dieu merci, j'ai pu remporter la CAN 92 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Un grand merci au Temple du Foot qui nous reçoit et qui nous permet de réaliser ces émissions Leitmotiv spécial CAN 2017. Alors en Blois, en 90, c'est la résurrection pour toi. Ton retour à la SEC après 5 ans en Europe est une bonne décision vu les performances que tu réaliseras jusqu'en 95. Ça a été facile pour toi de prendre cette décision ou est-ce que tu ne t'es pas dit que beaucoup l'auraient pris comme un aveu d'échec? C'était difficile de prendre une telle décision parce que je pensais que dira-t-on parce que je connais un peu ce milieu et vraiment j'ai été convaincu par Maître Géronien et Francis Ognien et surtout Idriss Diallo, un dirigeant pour qui j'ai beaucoup de considération, qui a réussi à me convaincre, qui est venu même à Avignon où je jouais et qui m'a fait part des propositions de la SEC. Je lui ai dit ok, je le fais, mais vraiment j'ai besoin d'avoir quand même un petit moment d'éclipse où je vais aller me reposer, où il n'y a pas de bruit, pouvoir me requinquer et puis revenir jouer le championnat ivoirien. Là, c'était difficile à prendre comme décision. Ils ont adhéré à tout ce que j'ai demandé. Et là, je suis revenu. Voilà, parce que l'idéal était qu'ils me disent, qu'ils ont pu me convaincre, de me faire part de l'intention de l'équipe, de surtout faire revenir certains qui jouent en Europe. Donc vraiment, ça m'a captivé et puis je me dis, ok, c'est un challenge qui m'intéresse, donc on ira ensemble. Raison pour laquelle je suis revenu. Et franchement, j'ai donné le meilleur de moi-même pour rester au top niveau jusqu'à la fin de ma carrière. Comment se passent tes premiers mois de retour au Bercail? Oui, quand je suis revenu, je crois que déjà il y a eu un entraîneur qui est la SEC Féminine qui s'appelle Philippe Troussier. Et j'ai échangé avec lui, il a dit qu'il allait m'aider à revenir à mon meilleur niveau en me faisant bosser dur. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu merci, je suis revenu à mon meilleur niveau. Et puis j'ai eu tous les amis autour de moi m'ont beaucoup aidé. Beaucoup soutenu, m'ont aidé pour que je sois vraiment le meilleur de toi-même. Le meilleur de moi-même. Alors 2 ans après ton retour, c'est la CAN 92. Raconte-nous comment se passait votre préparation et ta vie de groupe à Dakar.
Bon, d'abord, avant d'aller à Dakar, on a fait une préparation à San Pedro. C'était pas facile parce qu'on a fait un stage dans des conditions très difficiles. Ah bon? On dormait même à 3, à 4 dans les chambres avant de partir. C'était la période où il y avait le délestage souvent en Côte d'Ivoire. Donc c'était une période pas agréable. difficile, pas agréable. Donc on s'est serré les coudes. Mais avant de partir aussi, je vais vous expliquer. Et pendant qu'on était à l'hôtel à Abidjan, avant d'aller à San Pedro, on a eu des rumeurs qui disaient qu'on allait changer d'entraîneur Yeo Martial. Et nous, on a fait bloc autour de lui. Ah ben oui, parce et que on c'est allait au perturbant ministère. quand même. Oui, on allait voir le ministre des Sports en son temps, René Dibé, pour lui dire qu'on ne souhaiterait pas qu'il y ait un changement. On a commencé à Yeo, on va terminer à Yeo. Et je crois qu'on sent quelque chose qui va venir. Donc, raison pour laquelle il a adhéré à notre demande. Donc finalement, après votre intervention au ministère, Yeo Martial reste. Oui, il reste. Et ça vous fait chaud au cœur parce que vous avez commencé ensemble. Oui. C'est vrai qu'il faut terminer ensemble. Au-delà d'être un entraîneur, Yeo, c'est un bon psychologue, franchement, qui nous a beaucoup apporté. Donc on avait souhaité terminer avec lui. Et on l'a fait pour Yeo, certes, mais pour nous aussi, parce qu'on avait... On était tous, c'était la fin d'un cycle aussi. Donc voilà, il en avait besoin de ça. Donc raison pour laquelle on était tout heureux quand le ministre a adhéré à notre demande. Je crois que déjà tout est parti de là. Avant d'aller faire un stage au Portugal, je crois qu'on a eu l'une des plus mauvaises préparations. Parce qu'arrivé au Portugal aussi, on n'avait pas de terrain d'entraînement. On s'entraînait à l'hôtel. On n'était pas trop sûr de faire des matchs amicaux. Un peu le moral. Oui, bien sûr. Mais mentalement, il fallait qu'on soit soudés fort. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on n'était pas la meilleure équipe là-bas, mais on était l'une des équipes les plus solidaires. C'est ce qui a fait la différence. Je crois que mentalement, on s'était préparé parce qu'on s'est dit c'est cette cadre ou jamais. Alors à part la finale, quel a été le moment le plus marquant pour toi? Après la finale ou avant la finale? À part la finale. À part la finale, je crois qu'on a eu des moments quand même de joie parce qu'on a eu un match difficile contre la Zambie. Une équipe qui nous a vraiment créé beaucoup de problèmes avant la finale. Et d'ailleurs, on gagne 1-0 difficilement. Je crois que c'est cette joie qui nous a remonté le moral, surtout pour la suite de la compétition. Aujourd'hui, Aboulaye, qu'est-ce qui peut te rendre fier après cette grande carrière que tu as eue? D'abord, avoir remporté une coupe pour son pays. Ah oui, c'est important. Cette fierté. Parce que tous les joueurs n'ont pas eu cette chance. Oui. Et vraiment donner le moyen de soi-même. Franchement, j'ai essayé de mouiller le maillot, comme on le dit, d'être toujours meilleur et de donner toujours bonne figure pendant que tu es sur le terrain et en dehors du terrain. Donc j'ai essayé à mon niveau d'être un modèle. C'est ça aussi important. Tu es un modèle parce que ton nom, on l'a beaucoup entendu, on continue de l'entendre et c'est pas fini. Tu restes un modèle pour beaucoup de jeunes. Je pense même que peut-être tu t'en rends même pas compte. Et aujourd'hui, je suis fier quand une personne vient vous dire, par exemple, que vous avez bercé son enfance, ou vous allez voir des personnalités sans rendez-vous. Vous savez, ou même quand dans la rue, tu as de la reconnaissance. Dans la rue, voilà, de la reconnaissance, je crois que c'est très important. Et ça n'a pas de prix. Exactement. Alors pour revenir à la CAN 2017, qu'est-ce que tu penses des chances de la Côte d'Ivoire à garder son trophée? Je crois que déjà, c'est deux générations différentes. Là, nous avons une équipe de 2017 qui est en reconstruction, avec quelques 2 ou 3 cadres. Mais je crois qu'elle ne part pas. En tout cas, elle ne part pas favorite. Mais je crois qu'elle a des chances comme tout autre, comme le Sénégal, comme l'Égypte, comme le Ghana. Elle part à chance égale avec tout le monde, avec toutes ces équipes-là. Mais je crois que déjà, faut qu'elle fasse la différence en étant très forte moralement. Oui, parce que c'est la différence entre le niveau mental. Voilà. C'est le mental. Je crois qu'il faut mettre... On gagne d'abord avec le mental. Oui, je crois qu'il faut supporter cette équipe, certes, mais je crois qu'elle a besoin d'être très forte moralement. Écoute, Aboulaye, nous, je pense qu'on va rester confiants. Oui. Et on va partir justement, on va rester positif et on espère et Dieu fera le reste. Oui, amen. Alors Aboulaye, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ta carrière où tu as voulu baisser les bras, tu as voulu tout arrêter parce que tu as passé des moments peut-être super difficiles, des blessures, un mauvais environnement? Il y en a eu plusieurs. D'abord, je crois que ce qui m'a le plus touché,
c'est avant la CAN 92 où je me suis fait blesser ici contre le Sénégal. J'ai eu une double entorse, la cheville. Et vraiment, je m'étais dit que c'était fini pour moi. Heureusement pour moi que j'ai eu des amis, de la famille autour de moi pour me remonter le moral. Et j'ai fait filer tout et j'ai fait beaucoup de sacrifices surtout pour répartir à la CAN parce que je me suis fait des infiltrations à la cheville, vraiment pour pouvoir tenir. Et parce que je sais que moralement, si je n'y étais pas, le groupe pourrait prendre un coup. Parce que vraiment, on était un groupe solidaire et, Oui, et puis surtout... tu étais quand même un pion moteur de l'équipe. Oui, donc je crois que c'est cette période où j'ai failli tout laisser tomber. Comme quoi, il faut toujours être solidaire et puis s'entraider. Hein. Oui, évidemment. Ça, c'est très important. Je pense que toutes les équipes n'ont pas eu cette chance. Mais toi, je vois que depuis tout à l'heure, tu en parles. Je vois que vous avez été une équipe assez soudée. Oui, peut-être comme je l'ai dit, ose de me répéter, on n'a pas été la meilleure équipe à Dakar, mais on a été l'une des équipes les plus solidaires. C'est-à-dire qu'en dehors du terrain, on se voyait, donc nos deux familles étaient proches. Il y a tout cet environnement qui a fait qu'on était vraiment très proches les uns des autres. C'est vrai, Aboulaye, que tu avais ce talent incommensurable dont tout le monde parlait, mais c'était quoi ton secret? C'est quoi qui te dynamisait, qui te motivait tout le temps? Je crois que mes amis avec qui j'ai joué le savent. Après chaque entraînement, je restais travailler devant les buts. Durant 1 heure, que ce soit en club ou en sélection, je faisais pareil. Donc j'essayais chaque fois de m'améliorer et de me mettre en confiance. Peut-être c'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de chance à marquer les occasions que j'avais. Pour terminer cette émission, Aboulaye, quel conseil pourrais-tu donner à tous ces jeunes téléspectateurs qui voudraient faire comme toi une carrière de footballeur? Ce que je peux dire, c'est que y a un adage qui dit seul le travail paye. Il faut surtout aimer ce qu'on fait et donner tout ce qu'on peut, avec patience surtout, dans tout ce qu'on veut faire. Je crois que le succès est au bout de ça. Et je dis merci à tous les Ivoiriens qui m'ont soutenu durant toute ma carrière, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je souhaite une très très bonne année de succès sportif à toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations à Aboulaye pour l'ensemble de ta carrière, pour toutes ces merveilles justement que tu nous as fait vivre. Merci parce que tu es vraiment une icône pour la Côte d'Ivoire et tous ces Ivoiriens. Je pense que de toutes les façons, le meilleur reste à venir parce que tu as encore beaucoup à faire partager. Ça a été un réel plaisir pour moi et les téléspectateurs de partager ta vie, ton parcours, ton bonheur, comme les petits moments de détresse, mais que tu as pu surmonter. Nous te disons vraiment à bientôt et beaucoup de succès dans tout ce que tu vas entreprendre et encore meilleurs vœux pour 2017. Merci à vous pareillement. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv spécial CAN 2017. Salut Ben Badi, Salut, alors je Mimi. suppose que tu es prêt pour notre nouvelle rubrique Vrai ou Faux. J'ai accepté d'être là, donc je crois que je vais répondre à vos questions. Alors, tu avais une préparation spéciale quand tu jouais contre l'Africa. Vrai ou faux? Faux. Alors, vrai ou faux? Pendant la finale 92, tu avais pour habitude de critiquer à chaque tir au but Guaméné Alain. Pourtant, quand il marquait, tu étais le premier à le féliciter. Vrai ou faux? Vrai. Et pourquoi? Ouais, parce que je me suis rendu compte qu'il avait choisi un côté durant tous les premiers passages des tirs au but. Donc chaque fois, je disais que c'était pas un bon gardien. Alors Aboulaye, je vais te poser la dernière question. Alors je vais te la poser une seule fois. As-tu de l'ambition pour diriger la Fédération ivoirienne de football? Oui, je suis prêt. Je crois que ça fait partie de mes ambitions. Je suis prêt à diriger cette Fédération ivoirienne de football parce que je me dis que j'ai les aptitudes pour diriger cette fédération et puis je suis du milieu. Donc il est tout à fait normal que j'ai cette ambition qui est noble d'ailleurs. Et je crois que qui est tout à fait normal. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vrai ou Faux de la CAN 2017. À bientôt. Merci, à bientôt.